J'ai la grande chance et honneur de vous présenter le professeur Jack Feller. Il est médecin et chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et il est un spécialiste de la génétique des maladies infectieuses. Et notamment, il a été un des premiers, sinon le premier, qui a utilisé des approches génome entier, c'est-à-dire utiliser tout notre génome pour comprendre nos différences face à HIV, si je me rappelle bien. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir ici, Jacques. Merci. Merci beaucoup. Merci, Louise, pour l'invitation. C'est un honneur, une chance d'être là, avec mon accent suisse. C'est un plaisir de venir partager aussi ma passion, mon métier, mes domaines de recherche, à la suite de la conférence de Louise, parce que c'est un petit peu le contraire des concerts pop-rock où d'habitude, il y a quelqu'un qui vient chauffer la salle, puis après, il y a les stars. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'avoir interverti les choses, mais c'est idéal parce que vous avez déjà eu les éléments de connaissance nécessaires pour qu'on puisse aller plus directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui « Décrypter le génome humain pour mieux combattre les infections ». Vous avez entendu parler de bien des aspects du génome humain, j'en vais en rappeler certains. Vous m'excuserez si certains éléments sont des redites par rapport à ce qui a été dit les semaines précédentes, mais j'imagine que dans l'essentiel des choses, on va vous apporter des éléments nouveaux. Puisque vous êtes assis ici, vous savez que les gènes, le génome fascine non seulement les scientifiques, mais fascine le grand public. Ça fait quelques décennies que l'ADN est en première page, même de la pop culture aussi, où on nous promet que tout va changer au travers du génome. Alors évidemment que tout n'a pas changé grâce au génome, malgré les promesses faites il y a déjà 20 ou 25 ans. Mais il y a certains éléments qui sont vraiment importants et qui font en sorte que la médecine d'aujourd'hui et surtout de demain n'est plus la même parce qu'on comprend mieux ce qui fait de nous les êtres vivants que nous sommes grâce à la lecture, à la compréhension du génome. Alors ce fameux livre, qui a été lu pour la première fois dans les années 90 avec la publication du génome humain, il contient ces lettres. Là, c'est les caractères majuscules, les exons, les caractères minuscules, les introns. Et ce sont des livres véritables qui ont été imprimés par Celera Genomics après le projet Human Genome, la partie privée. Et c'est Craig Venter, qui est un génie scientifique et mégalomane, qui a imprimé son propre génome après l'avoir séquencé, pour vous montrer que ces 3,2 milliards de lettres, ça prend de la place. Ça, c'est un des livres ouverts. Et j'ai vu une statistique fascinante très récemment. Si on lisait à un rythme lent, peut-être suisse, les nucléotides, les lettres de ces livres, et à une lettre par seconde, ça prendrait plus ou moins exactement un siècle. Il y a 3,1 milliards de secondes dans un siècle. Et si vous pensez à ce que vous a dit le professeur Quintana Murci dans l'heure précédente, se tromper une fois sur un siècle, une seconde où on dit la fausse lettre, ça peut suffire à créer une maladie génétique grave. C'est complètement stupéfiant, je trouve. Alors, on parle de ce génome humain qui est mon matériau de base pour ma recherche. C'est environ 20 000 gènes. Ça, c'était une blessure narcissique de l'espèce humaine au moment où on a lu le génome humain pour la première fois. On pensait qu'on aurait beaucoup plus de gènes que les animaux. Il s'avère finalement que nous en avons plus ou moins le même nombre que bon nombre de nos congénères animaux sur cette planète. La régulation de ces gènes est évidemment complexe, et notamment au niveau des neurosciences, on a découvert des choses qui font que nous ne sommes pas exactement comme les autres modèles animaux notamment, mais nous avons environ le même nombre de gènes que la souris, par exemple. Et puis, vous l'avez aussi déjà entendu, ce n'est pas le génome humain qui est important pour la médecine. Si nous connaissons le génome humain, ça ne sert à rien pour traiter un patient qui aura quelque chose de différent. Ce sont les génomes humains qu'il faut lire, qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui a été fait au cours des 20-25 dernières années, qui nous permet aujourd'hui d'utiliser cette connaissance. Et cette connaissance, elle est relativement simple. Il existe dans votre génome 4,5 millions de différences par rapport au génome de votre voisin, voisine ou de n'importe quel autre être humain sur cette planète. Donc 3,2 milliards de lettres, 4,5 millions de différences, c'est un peu plus qu'1 sur 1000, sauf qu'il y a des différences qui prennent plusieurs lettres, donc c'est plus qu'1 sur 1000 de différence, mais c'est quand même largement identique d'une personne à l'autre, mais ça suffit à créer une partie de notre individualité. Je ne suis pas un réductionniste qui va vous dire que le génome explique toutes nos différences,
mais le génome contribue à peu près toutes nos différences dans un certain pourcentage. Et évidemment, dans notre rapport à la santé et à la maladie, nous ne sommes pas égaux. Au moment de notre conception, nous avons déjà une partie de ce qui sera notre destin de santé inscrit dans notre génome. Alors, on part de cette diversité génétique. Il y a un immense avantage par rapport à d'autres collègues scientifiques qui doivent patiemment refaire des expériences dans leur laboratoire. Ma recherche, qui se fait essentiellement au niveau computationnel, elle a eu une expérience qui a pris quelques millions d'années, c'est d'arriver à la diversité génétique humaine aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est observer cette diversité génétique et essayer de la comprendre pour amener quelque chose au niveau de la médecine. Donc on va lire le génome, on va découvrir ce qui s'y cache, et on va essayer de déployer des résultats de nos découvertes dans les applications cliniques qui vont permettre ensuite de faire quelque chose de concret pour les patients. Et puis l'immense avantage d'être à ce carrefour entre le métier de médecin, je suis infectiologue comme spécialisation en médecine, et j'ai encore un 20% au sein de l'hôpital, c'est de voir quels sont les endroits de la médecine où vraiment il y a un manque. Et la plupart du temps, quand quelqu'un vous dit en médecine « Oh, ce patient n'a pas eu de chance », alors des fois, il a reçu un caillou sur la tête sur une route de montagne. Mais la plupart du temps, le manque de chance, dans mon vocabulaire, ça veut dire que peut-être il y a une composante génétique qui n'a pas encore été explorée. Il y a deux manières d'exploiter le génome globalement dans le monde biomédical. La première, c'est celle qui fascine la plupart des scientifiques, c'est d'aller gratter le génome pour comprendre comment ça marche. La compréhension des mécanismes biologiques est évidemment facilitée si vous comparez une cohorte de diabétiques à des gens non diabétiques, vous trouvez un endroit qui est systématiquement différent entre les deux, vous allez regarder dans quel gène ou dans quelle zone régulatrice se trouve cette mutation, et puis vous allez comprendre comment fonctionne la maladie un petit peu plus que précédemment. Ça permet d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, ça permet, dans le domaine des maladies infectieuses, peut-être d'imaginer de nouvelles fonctions vaccinales, des traitements innovateurs. Et puis, il y a le côté médecine prédictive, préventive, qui a été utilisée pour justifier les milliards investis dans le génome humain. Franchement, on a dit, ça va vous changer la manière de traiter chaque individu parce qu'on connaîtra sa cartographie génétique. Et cette cartographie permettra de faire une médecine prédictive et préventive à l'échelle de l'individu. C'est quelque chose qui a tellement été promis que ça a beaucoup déçu dans les années 2010-2015, je dirais. Les gens disaient, mais ils sont où ces résultats ? Et on arrive dans un monde aujourd'hui où on commence à voir. Et la réponse au déçu de l'an 2010, j'allais dire, c'est la lenteur intrinsèque au processus d'amélioration des systèmes de santé, parce que le système de santé est construit pour l'inertie. On ne va rien mettre de neuf dans un système de santé si on n'a pas démontré de manière certaine que ce qu'on va faire est mieux que ce qui était fait jusqu'à aujourd'hui, et si possible, pas tellement plus cher. Parce qu'on a... Parmi tous les omics qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, il y a le économique qui est souvent le facteur ultime qui décide si on va faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose en médecine. Ok, je évoque juste une fois, parce que je vais parler génome, mais j'évoque juste une fois, comme l'a fait Louis, les autres couches biomoléculaires. Parce que le génome seul, c'est le squelette, c'est le point d'ancrage, et ça a un immense avantage par rapport aux autres couches omiques, j'en évoque quelques-unes ici. Le génome, c'est ce qui arrive en premier, c'est ce qu'on a reçu au moment de la conception, de la fusion des deux cellules qui ont créé notre propre organisme. Et puis le génome est immuable en très grande partie de la conception au décès. Ce qui veut dire que si on cherche la causalité, on cherche à savoir ce qui est responsable d'une maladie, et qu'on va le chercher dans le génome, on a la flèche qui peut aller dans une direction de l'ADN à l'exposition clinique ou aux résultats cliniques qu'on observe. Ce n'est pas le cas si on observe le transcriptome, donc l'ARN, ou l'épigénome ou le métabolome, parce qu'on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est la maladie elle-même ou des influences environnementales quelconques qu'on ne mesure pas qui ont créé les différences qu'on observe dans ces différentes autres couches. C'est pour ça qu'on a besoin du point d'ancrage du génome à chaque fois qu'on essaie d'aller plus large. On a besoin d'aller plus large parce que sinon on est limité évidemment dans la fraction de ce qu'on peut comprendre. Et puis ça, c'est la partie laboratoire, biomolécules, scientifique, on aime bien, on comprend, mais ça s'inscrit aussi dans l'ensemble de ce qui fait notre individualité, notre société. Et un rappel un peu triste pour nous qui prétendons changer le monde avec de la haute technologie, c'est que les conditions socio-économiques, ici en bas à droite, c'est de loin le facteur numéro 1 qui détermine la santé, la maladie, la longévité. On dit aux États-Unis, et c'est devenu
c'est devenu une triste réalité, c'est que ce qui détermine la longévité ou l'état de santé d'une personne, c'est son code postal, plus que tout le reste. On peut oublier le reste en entier, c'est le code postal, parce que le code postal est le meilleur déterminant du milieu socio-économique des personnes. Et quelqu'un qui vit dans une région extrêmement riche, socio-économiquement favorisée, vivra 10 à 15 ans de plus en bonne santé que quelqu'un qui est dans les codes postaux les plus défavorisés. Cette parenthèse fermée, je vais venir à la question qui m'amène aujourd'hui, pourquoi parler du génome humain quand on parle de maladies infectieuses? Parce que finalement, il y a une contradiction immédiate au point d'interrogation entre ces deux éléments. Quel est le lien entre génome humain et maladies infectieuses? Et pour pousser la question plus loin, mais la maladie infectieuse n'est-elle pas l'exemple ultime de la maladie causée par l'environnement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de génome humain lorsqu'on parle d'Ebola? Quelqu'un est infecté par Ebola, il va mourir d'une fièvre hémorragique. C'est une maladie environnementale, ou alors, je ne sais pas ce que c'est une maladie environnementale. Et pousser encore plus loin, puisqu'on est à Paris, la théorie microbienne, Pasteur, Koch, le microbe cause la maladie, est-ce qu'elle est obsolète, puisqu'on a besoin de venir avec ce prisme de lecture du génome humain? Alors, pourquoi les infections peuvent-elles être étudiées au travers de la génomique humaine? Eh bien, en faisant un pas de retrait, on va regarder ce que nous offre l'expérience de ces dernières décennies, voire des derniers siècles, pour dire peut-être bien qu'il y a quelque chose à les creuser. Et un des éléments les plus forts qui pousse à aller explorer l'impact de la génétique, la variation génétique humaine sur les maladies infectieuses, c'est des études d'enfants adoptés qui ont montré déjà, il y a 40 ans, les premières fois où il y avait des données solides qui sont sorties. Vous voyez ici les chiffres du risque relatif qu'un enfant adopté va mourir de la même famille de maladies que ses parents, soit biologiques, soit adoptifs. Et ici, évidemment, qu'il y a toutes sortes de bémols à mettre, de nuances à faire, mais vous voyez les trois grandes catégories de maladies qui vont entraîner la mortalité. Si je commence par le bas, les cancers, vous voyez que les enfants vont avoir un risque très peu augmenté de mourir d'un cancer si leurs parents biologiques sont morts d'un cancer. Par contre, ils vont avoir un risque très augmenté si leurs parents adoptifs sont morts d'un cancer. Ce qui signifie que dans la population générale, les facteurs de risque pour le cancer, c'est d'abord et avant tout l'exposition. L'exposition partagée avec les parents adoptifs va faire en sorte qu'on aura le même style de vie, le même type de nutrition, le même type d'exposition à des cancérigènes, par exemple. Pour les maladies cardiovasculaires, on a un risque augmenté des deux côtés. Ça veut dire que peut-être bien, et on estime que le risque génétique des maladies cardiovasculaires est environ de 40%, le risque 40-50%. Donc le risque est augmenté de 4,5 fois si les parents biologiques sont décédés de maladies cardiovasculaires et est augmenté de 3 fois si les parents adoptifs sont décédés de maladies cardiovasculaires. Donc les deux jouent un rôle significatif. Et pour les infections, de manière spectaculaire, c'est vraiment les parents biologiques. Si les parents biologiques sont décédés d'une infection, les enfants adoptés qui ne les ont jamais vus vont avoir un risque massivement augmenté, 5,8 fois, historiquement au XXe siècle, c'est sur des grandes cohortes historiques, de mourir d'une infection aussi, alors que si les parents adoptifs sont décédés d'une infection, ça n'a aucun impact sur le risque pour les enfants. Donc ça, c'est un signe très clair qu'il y a une héritabilité, il y a une composante génétique à la susceptibilité aux infections sévères qui est inscrite dans le génome, et ça vaut la peine d'aller essayer de l'explorer. Deuxième étude, c'était un peu plus ancien, 1930, Lübeck, Allemagne. Ce qui a été appelé le désastre de Lübeck, c'était l'inoculation accidentelle de la bactérie qui cause la tuberculose au travers d'un vaccin qu'on administrait par voie orale, le BCG. À l'époque, c'était administré par voie orale aux enfants, et 251 enfants ont reçu un lot de vaccin BCG contaminé par la bactérie virulente elle-même. Donc en gros, on a donné la tuberculose à haute dose à 251 enfants en même temps, la même infection à la même dose à chaque enfant. Et vous voyez que le résultat, c'est que 72 enfants sont décédés dans les 12 mois qui ont suivi, 175 des enfants, 75 des enfants ont eu divers signes d'infection, et il y en a même eu 4 qui ont traversé toute cette période sans montrer aucun signe d'infection. C'était un drame, c'était les Calmette Kinder, ça c'est une photo d'une collection privée parmi certains de ces enfants qui avaient des symptômes qui ne sont pas décédés. L'été suivant étaient sur la mer du Nord dans un sanatorium, alignés comme de petits Allemands d'1 an et quelques jours.
Et puis, ça a montré vraiment que nous ne sommes pas égaux face aux infections, parce que dans les mêmes conditions, avec un milieu socio-économique extrêmement comparable, et bien finalement, on se retrouvait avec des gens complètement asymptomatiques et d'autres qui décédaient rapidement. Dernière observation épidémiologique, vous vous rappelez peut-être de ce petit épisode d'il y a 5 ans, SARS-CoV-2. C'est une pyramide qui avait été faite lorsque les premiers 44 000 cas en Chine avaient été analysés, qui montrait de manière assez angoissante, je vais vous le dire, qu'il y avait plus de 2% de mortalité dans les 44 000 premiers cas. Il y avait 5% de cas hospitalisés aux soins intensifs, 14% au total de cas sévères, et puis environ 4/5 des gens qui avaient des cas de pneumonie, mais qui étaient spontanément résolutifs sans avoir besoin d'hospitalisation. Et puis à l'époque, on avait cette base de la pyramide, les cas non encore identifiés. Et c'est ce qui a en partie sauvé une partie de l'humanité, c'est qu'on a terminé avec une mortalité qui était plutôt à 0,2% plutôt qu'à 2,3%, parce que sinon on aurait eu encore d'autres confinements et d'autres perturbations qui auraient duré plus longtemps. Mais de nouveau, un virus qui n'avait jamais vu l'espèce humaine, qui arrive dans un terrain naïf et qui va entraîner des différences fondamentales entre ceux qui sont complètement asymptomatiques et ceux qui vont décéder rapidement. Et évidemment que le facteur numéro 1 pour Covid, c'était l'âge, mais même parmi les gens de moins de 50 ans sans aucun facteur de risque, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont dû être hospitalisés aux soins intensifs, alors que la vaste majorité s'en sortait sans trop de soucis. Ok, donc ici à gauche, j'ai la génétique de l'hôte, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'il faut l'exposition aux pathogènes, c'est mon exemple d'Ebola tout à l'heure. Évidemment que si on n'est pas exposé aux pathogènes, la maladie infectieuse ne sera pas présente. Et puis que nous sommes des organismes dans un contexte environnemental, social, de nutrition, de stress, tous des facteurs qui jouent un rôle important sur la manière de développer la maladie lorsqu'on est exposé aux pathogènes, et que tous ces facteurs ensemble vont faire en sorte qu'on est plus ou moins susceptible et qu'on va faire des formes plus ou moins sévères de ces maladies. Alors, je vais maintenant séparer mon exposé en 2 parties très inégales. La première, je trouve intéressant d'aller voir comment les maladies ont sculpté notre ADN, parce que nous sommes le résultat de millions d'années d'évolution, et puis notre génome a été, dans une certaine mesure, le résultat de la sélection qui a été la plus forte sur le génome de notre espèce et de nos ancêtres. C'est vraiment la sélection naturelle qui a éliminé les individus qui n'étaient pas capables de résister aux infections avant l'âge de reproduction. Et puis la deuxième partie sera plus longue sur l'impact des variations génétiques humaines sur la susceptibilité aux maladies infectieuses. Comment est-ce que notre génome peut nous aider à mieux nous battre contre les infections, ou alors peut être, dans une certaine mesure, traître parce qu'il va nous rendre susceptibles à quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné précédemment. L'impact des maladies infectieuses sur la variation génétique humaine, je reviens sur quelque chose que Louis a évoqué tout à l'heure. Les pathogènes sont sculpteurs de l'ADN humain et un des meilleurs exemples, le meilleur exemple probablement, c'est la malaria. Vous avez vu cette carte avec d'autres couleurs, je crois. C'est un rappel du daltonisme. C'est Falciparum, Plasmodium falciparum, qui est le parasite responsable de la forme la plus sévère de malaria, sa distribution en 2017. Et puis, c'est une distribution qui correspond à peu près à certaines variations génétiques. Alors, la malaria, on estime qu'elle a été acquise par l'espèce humaine, enfin qu'il y a eu cette rencontre entre le parasite Plasmodium et l'espèce humaine qui s'est intensifiée au moment de l'essor de l'agriculture. Il y a 6 à 10 000 ans qu'on cohabite avec les Plasmodium. Et à l'échelle humaine, c'est 300 à 500 générations, 6 à 10 000 ans. Donc, si on travaille en laboratoire avec des organismes qui se reproduisent très rapidement, on essaye de faire des expériences qui font 100, 200, 300 générations. Pour l'espèce humaine, vous voyez, il faut 10 000 ans pour ça. Et c'est ce qu'il faut comme temps pour commencer à avoir des impacts majeurs pour une population. Parce que si on imagine par exemple le VIH, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, il n'a pas été suffisamment longtemps notre accompagnant dans notre histoire évolutive pour avoir eu le temps de sculpter suffisamment notre génome. Donc on ne verra pas aujourd'hui une signature du VIH dans le génome humain. On voit par contre des signatures multiples de la malaria dans le génome humain. Il y a ce gène de la déhydrogénase, glucose 6-phosphate. Il y a l'alpha et la bêta-globine qui sont responsables de la thalassémie. Il y a un gène qui s'appelle DARC, Duffy Antigen Receptor for Chemokines. Et il y a l'hémoglobine, le gène HBB que Louis a évoqué tout à l'heure. Je commence par un exemple de sélection positive.
La sélection positive, c'est le fait qu'un gène s'il est présent, il va vraiment protéger contre l'infection. Et ce variant spécifique, indiqué en vert ici, de ce gène d'ARC, c'est quelque chose qui va protéger contre un autre Plasmodium vivax, mais qui fait aussi une malaria en Afrique subsaharienne. Et vous voyez que cet allèle, cette version verte du gène d'ARC, il est devenu quasi monomorphique, c'est-à-dire il s'est installé de manière très dominante dans les parties du monde qui ont été exposées à Plasmodium vivax pour des centaines, des milliers d'années, et puis qu'il est absent, totalement absent dans les populations qui sont sorties d'Afrique il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et qui n'ont plus cette exposition. Et puis, ça c'est la sélection positive, unidirectionnelle. Vraiment, on a le gène, on est protégé, tout va bien, il n'y a pas d'impact négatif à être protégé. Et puis, il y a la drépanocytose qui a été évoquée tout à l'heure, cette mutation qui s'appelle hémoglobine S, qui fait en sorte que les globules rouges ont cette forme de croissante faucille. Et puis, c'est un papier fondateur de la génétique humaine des maladies infectieuses, c'est pour ça que je voulais le citer, 1956, où Allison et ses collègues sont allés regarder le génotype de patients en Tanzanie, dans des régions à haute endémie de malaria. Et puis, ils ont regardé combien d'enfants avaient les gens qui avaient les différentes formes de cette hémoglobine S. Donc, les gens qui avaient le fitness, si vous regardez l'avant-dernière ligne, le fitness relatif, c'est le nombre de descendants qu'on a en comparaison des autres. Et vous voyez que ce sont les gens qui ont les deux sortes de génotypes, A et S, donc ils sont hétérozygotes à cet endroit, qui ont le meilleur fitness. Parce que si on a la version standard, celle que probablement presque tous chez nous avons, nous sommes AA pour cet endroit-là parce qu'on n'a pas d'ancêtres africains récents, on a un fitness dans l'environnement tanzanien du milieu du XXe siècle qui était environ aux 3/4 du fitness normal. Donc ça veut dire qu'on avait, si en moyenne les personnes avec hétérozygote avaient 4 enfants, nous on avait en moyenne 3 enfants au sein de la population. Et par contre, si on avait les 2 copies de l'hémoglobine S, donc on souffrait de cette anémie falciforme, on avait un fitness effondré à 0,19, ça veut dire qu'on avait beaucoup moins de descendants parce que la plupart des gens porteurs de vraiment cette maladie décédaient durant l'enfance. Donc ça s'appelle une sélection balancée parce que ça fait en sorte que ce sont les hétérozygotes qui s'en sortent le mieux. Donc le gène ne va pas disparaître, l'allèle ne va pas disparaître, mais ça va petit à petit, dépendant de la situation, ça va faire en sorte que les hétérozygotes sont les plus fit. C'est intéressant de regarder plus tard, je ne sais plus exactement de quand datent les graphiques, mais comme il n'y a pas de nombre, peu importe. La situation du haut, c'est celle qui était décrite dans l'article de Allison, où vous avez vraiment un fitness. Le oméga sur l'axe des Y, c'est une représentation de fitness. Vous voyez que les AS hétérozygotes sont tout en haut, les AA sont au milieu, les SS, hémoglobine S homozygotes, sont tout en bas. Et puis le paludisme fait en sorte que l'équilibre du plateau de la balance reste stable. Par contre, les personnes descendantes d'Afrique noire qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, les Afro-Américains sur le deuxième graphique, vous avez un fitness qui est équivalent entre les allèles normaux, AA, et les hétérozygotes, parce qu'il n'y a aucun impact de la malaria aujourd'hui aux États-Unis. Et vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a plus de raison pour que cette hémoglobine S soit transmise d'une génération à l'autre de manière plus marquée, et ça veut dire que petit à petit, l'hémoglobine S diminue en fréquence. Parce que, évidemment, que le déficit fitness des personnes qui ont l'anémie falciforme reste présente. Donc vous avez un déséquilibre de ce plateau et une augmentation en fréquence de l'allèle A. Un autre élément sur lequel j'ouvre juste cette slide de parenthèse que je trouve fascinant, c'est le fait que notre génome non seulement s'adapte par des mutations à certaines pressions d'infection, mais notre génome est aussi finalement le résultat de ce qu'on appelle introgression ou de contamination de la part de virus eux-mêmes. Et il y a un chiffre fascinant qui dit que 1,5% de notre génome, c'est la partie codante, la partie qui fabrique nos propres protéines, mais 8% de notre génome, c'est des résultats de rétrovirus endogènes, enfin de rétrovirus qui ont infecté notre génome il y a 1 million, 10 millions d'années, qui sont devenus partie de notre génome. Donc,
Certains affirment que nous sommes plus virus que humains parce que nous avons une fraction plus grande de notre génome qui est le résultat d'infections par des virus que nous avons cooptés pour fabriquer certaines de nos fonctions. Et vous voyez ici l'article Placenta de 2004 qui résumait l'histoire du syncytiotrophoblaste, cette partie du placenta qui fait la communication entre l'embryon et la maman. Il y a une protéine essentielle dans cette interface entre le bébé et la maman chez les mammifères, qui est un produit protéine fabriqué à partir d'un rétrovirus endogène. Donc les mammifères n'existeraient pas sans qu'à un moment donné de l'évolution, il y ait eu un rétrovirus qui soit entré et qu'on ait réussi, que nos ancêtres ont réussi à coopter pour faire cette fonction qui a permis l'éclosion de cette nouvelle branche sur l'arbre de l'évolution et de la vie. Ok, ça c'était la partie les infections nous sculptent, merci à elles, dans une certaine mesure. Maintenant, voyons comment nous pouvons mieux nous défendre grâce à la connaissance du génome. Et ici, 3 chapitres. Le génome, j'ai intitulé le premier « Le génome pour comprendre l'inattendu », le deuxième pour disséquer la complexité, et vous allez voir qu'on revient aux maladies rares et aux maladies plus complexes qu'a évoqué Louis. Et puis le génome, ce champ de bataille, parce que ça c'est un petit peu mon dada personnel. Je fais de la génomique humaine, mais je fais de la génomique humaine à la frontière entre le micro-vivant et le macro-vivant, que je considère comme nous. Et c'est un champ de bataille continu, ce champ de bataille évolutif entre les génomes humains et les génomes de ceux qui nous agressent. Et puis je terminerai par des exemples de recherche dans ce domaine-là. OK, pour comprendre l'inattendu, on va parler d'immunodéficience primaire, mais pour le faire, je vais illustrer avec une étude qu'on a faite il y a maintenant quelques années, pour vous dire que l'inattendu, il se cache aussi dans la banalité du quotidien. Le rhume chez l'enfant, on sort de la saison hivernale, on est le 21 mars, je crois que l'équinoxe était officiellement hier, mais c'est le printemps, donc ça c'est quelque chose qui devrait diminuer en fréquence ces prochains temps. Il y a des infections respiratoires communes chez l'enfant, chez l'adulte, on a tous 3 à 5 rhumes par hiver, même si certains sont quasi asymptomatiques, parce qu'il y a 152 rhinovirus, des paquets de para-influenza, des nouveaux coronavirus, etc. Donc on est exposé tout le temps à des virus qui ont un génome à ARN la plupart du temps, et puis qui vont nous faire des refroidissements. On n'attrape pas un rhume, un refroidissement, on attrape le virus parce que le froid favorise leur développement. Et puis, dans une fraction non négligeable de cas, les enfants qui sont infectés par ces virus durant leur première année de vie ou les 2-3 premières années de vie vont avoir des symptômes beaucoup plus sévères, sans explication. 1 à 2% de chaque classe d'âge sera hospitalisé à cause d'une infection respiratoire. 10% d'entre eux ont besoin d'une admission aux soins intensifs. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des immunodéficiences déjà connues. Et puis, il y en a la moitié environ qui n'ont aucun facteur de risque connu. Donc, un enfant sur 1000 va se retrouver aux soins intensifs, souvent intubé, avec une infection respiratoire que tous les enfants du quartier ont attrapée, et puis qui, chez lui, va donner un tableau clinique dramatique. Sans la médecine moderne, c'est une maladie létale. Alors, mon hypothèse au départ, c'est de dire, OK, pas de chance, je trace, est-ce qu'un problème génétique peut expliquer les symptômes sévères que certains enfants vont développer lors d'une infection par ces virus respiratoires qui infectent tout un chacun. Alors nous avons créé une étude entre la Suisse et l'Australie à l'époque, où on a inclus des enfants de 0 à 3 ans qui étaient avec un support ventilatoire aux soins intensifs. On a exclu les causes connues de maladies sévères, comme la prématurité, l'immunosuppression, d'autres maladies chroniques. Et puis on a pu recruter sur une période de 2 ans 120 enfants hospitalisés aux soins intensifs, dans bon nombre de soins intensifs pédiatriques. On a fait le séquençage de l'exome, on a aussi séquencé la partie ARN pour essayer de comprendre la fonction de ce qu'on allait observer dans l'exome, et puis on a identifié les virus en question en faisant des PCR virales. Et c'est marrant, les premières fois que je parlais de ça, quand on allait faire les PCR virales, je n'osais pas utiliser ces termes dans une audience généraliste, mais depuis Covid, on peut parler de PCR et tout le monde sait plus ou moins de quoi on parle. Ça, c'est la slide pour vous montrer qu'il y a quand même du travail derrière, aussi bien au niveau du laboratoire qui va séquencer le génome lui-même, et puis au niveau de l'analyse computationnelle, bioinformatique nécessaire pour extraire ces informations. Donc, on va
prendre l'ADN, qui est ce matériau super fascinant dans lequel il y a, dans chaque cellule nucléée, 3,2 milliards de lettres. On va extraire la partie codante du génome pour faire le séquençage de l'exome. On le met dans ces grosses machines. Et puis après, on va aligner les centaines de milliers, les millions de petits bouts de fragments de texte qui ont été générés par ces machines et identifier les variants de chaque individu. Et ensuite, on va les trier, les passer au travers de certains filtres, les annoter, comme on dit, pour essayer de comprendre comment ça marche, avant d'aller au laboratoire pour confirmer de manière expérimentale si, oui ou non, ces variants peuvent avoir un impact. Alors, pour identifier les variants chez ces 120 patients, on a fait la recherche de ce qu'on dit en anglais les low-hanging fruits, les fruits les plus faciles à atteindre du pommier. Donc, on a regardé les variants qui sont rares, parce qu'on s'est dit que si quelque chose était fréquent, ça n'allait pas causer une maladie qui n'est visible que chez une personne sur 1000. On allait prendre les variants qui causent une perte de fonction, donc n'importe lequel de nos 20 000 gènes, mais il faut que ça empêche un gène de faire son travail correctement. Et puis, on a rajouté la condition, parce qu'on avait trop de variants possibles, on a rajouté la condition que le variant soit homozygote, donc présent sur les 2 chromosomes, chez au moins un de nos 120 patients. Et en faisant ça, on avait un résultat, ce qui est quand même une assez bonne chose. Et on a trouvé un résultat dans un gène qui s'appelle IFIH1 ou MDA5. La biologie souvent a des redondances, voire des difficultés à se mettre d'accord sur les terminologies. C'est un gène qui encode une protéine essentielle pour la reconnaissance de l'ARN à l'intérieur de la cellule, et notamment la reconnaissance de l'ARN des virus qui essayent d'envahir nos propres cellules. Donc c'était une cible assez idéale, en se disant que si on a un problème dans ce récepteur qui est là pour, en gros, reconnaître l'ennemi, sonner le tocsin pour que la cellule se mette à se défendre de manière correcte, eh bien là, on a trouvé 3 mutations différentes chez un petit nombre, 8 sur 120. Chez 8 patients, on avait l'une de ces 3 mutations qui suggérait que ce récepteur n'était plus capable de faire son travail. On en avait 6 infectés par le virus respiratoire syncytial, RSV, et 2 par un rhinovirus. Alors ça, c'est pour vous montrer où se trouvent ces mutations. Le gène ici se lit de droite à gauche. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans les 3 cas, on a la perte de la partie violette tout à gauche de la protéine elle-même qui est représentée en bas, et la perte de ce CTD, le domaine terminal C, c'est le domaine qui est censé s'attacher à l'ARN du virus qui arrive. Donc dans les 3 cas, on a une protéine qui est produite, mais qui sera incapable de lier l'ARN viral, donc de le reconnaître et de faire sa fonction. On a collaboré, parce que dans mon laboratoire, on n'a plus de pipettes. J'en avais les 2-3 premières années, mais mes étudiants n'étaient pas motivés. Ils trouvaient plus simple de taper sur un clavier d'ordinateur. Donc j'ai collaboré avec un collègue à Genève qui avait un laboratoire qui s'intéressait à l'immunité innée, et on a pu démontrer, en introduisant ces mutations dans certaines cellules humaines, que la mutation empêchait la fabrication de l'interféron alpha, l'interféron bêta, qui sont vraiment des molécules essentielles pour que nous construisions notre défense contre les virus à l'intérieur de nos cellules immunitaires. Et lorsqu'on ne produit plus l'interféron lorsque le virus arrive, eh bien, en gros, on le laisse se multiplier et se multiplier jusqu'à ce que le reste de l'organisme soit submergé, et c'est ce qui se passe dans le poumon de ces enfants. Donc ça confirmait effectivement que les mutations n'étaient pas seulement une observation aléatoire, mais qu'elles avaient un impact fonctionnel chez ces 8 enfants chez lesquels elles étaient observées. Et donc ces versions perte de fonction du gène en question interfèrent avec la fonction de la protéine normale, aussi parce que nous avions des enfants qui étaient hétérozygotes. Donc il y avait une copie normale, une copie anormale, et puis ils étaient eux aussi atteints dans leur santé. Et ça, c'est parce que la version anormale a un effet dominant négatif, c'est-à-dire qu'elle empêche la version normale de fonctionner correctement. Et ça, c'est dû au fait que souvent, les protéines, quand elles sont fabriquées, elles doivent travailler de concert. Elles doivent fabriquer ce qu'on appelle des dimères ou des polymères. Et si il y a un des Legos qui n'a pas la bonne forme, ben on n'arrive plus à le mettre avec l'autre Lego, et il y a tout qui ne fonctionne pas. Donc, les conclusions de cette étude, c'est que des variants de ce gène IFIH1 sont responsables d'une immunodéficience qui est sélective pour les virus respiratoires. Ça a une importance scientifique parce que ça nous confirme, et ça c'est quelque chose qui avait été lancé bien avant cette étude, notamment par Jean-Laurent Casanova, qui est à l'Institut Imagine et à Rockefeller, d'utiliser les présentation rare de maladies infectieuses comme un outil pour disséquer, pour comprendre l'immunité humaine. Parce qu'on va réussir à trouver la plupart des mutations qui ne sont pas létales
chez l'embryon, on va les trouver chez un individu qui est quelque part aujourd'hui sur la planète, qui, lorsqu'il est exposé à un certain pathogène, va faire une infection beaucoup plus sévère que ce à quoi on s'attendrait. Et puis ça nous permet petit à petit de reconstruire, de faire une sorte de cartographie des différentes cascades de l'immunité innée, de comment on va se défendre contre ce groupe de bactéries, ces virus, ces champignons, etc. Donc ça nous permet de comprendre comment ça marche et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques ou vaccinales. Et puis ça a eu une importance clinique immédiate, et c'est aussi gratifiant, comme je viens du monde de la médecine, de pouvoir retourner vers ces participants à l'étude et vers leurs familles et leur dire, écoutez, on a trouvé quelque chose. Dans ce cas-ci, on n'a pas immédiatement un traitement qui est super efficace. On a pu dire à ces familles que grâce aux études qu'on avait faites, on avait pu montrer que l'immunité acquise, donc le deuxième volet de l'immunité qui surgit après cette première exposition, fonctionnait. Donc très probablement leurs enfants ne risquaient plus rien parce qu'ils avaient des globules blancs qui maintenant avaient été suffisamment stimulés pour que la prochaine fois, ils seraient immédiatement capables de se mettre à lutter contre les infections sans avoir besoin de cette cascade d'interférons, justement. Et on a pu vacciner là où les vaccins existaient pour certains de ces virus, et en tout cas leur dire que pendant la saison des virus respiratoires, il fallait avoir des mesures extrêmement sévères avec les frères et sœurs de leurs enfants, notamment au niveau du port du masque, d'aération, etc. Donc il y avait une implication clinique immédiate. Et je vous ai parlé de cette étude qui au fond est anecdotique. On a découvert une immunodéficience spécifique parmi des centaines qui existent aujourd'hui, mais pour vous montrer que le séquençage du génome pour les maladies rares est aussi quelque chose qui aujourd'hui devrait être plus utilisé, y compris pour les maladies infectieuses, parce que ça peut nous permettre d'expliquer des syndromes cliniques qui sont finalement pas si rares. Les soins intensifs de chaque hôpital de ville pendant la saison hivernale a quelques cas comme ça chaque année. Et le séquençage du génome pour les maladies rares, moi ça me rappelle Nick Folker, pour ceux qui sont plus intéressés. Là, ce n'est pas directement de l'infectiologie, mais Nick, c'était un enfant de 3 ans quand j'étais aux États-Unis en 2008-2009, qui était sur le point de décéder. Il avait eu une centaine de chirurgies pour des problèmes digestifs intractables. Il avait eu plus de 100 opérations. Et puis, en gros, il y avait des soins de confort parce qu'il n'y avait plus rien à faire, jusqu'à ce que son papa connaisse un technicien de labo qui travaillait dans un laboratoire avec lequel nous collaborions et qui avait accès à ses tout premiers séquenceurs en 2008. Et on a pu séquencer son génome complet. On a identifié un gène qui n'était pas du tout connu pour faire le type de problème qu'avait cet enfant cliniquement, par contre qui avait causé chez certaines autres personnes une aplasie médulaire, c'est-à-dire un problème de moelle osseuse fondamentale qui empêchait de fabriquer des cellules sanguines. Sur cette base, Nick a été transplanté de moelle, et puis il s'en est sorti, il est en pleine forme aujourd'hui, et puis il y a eu ce bouquin qui a été écrit par 2 Pulitzer Prize winning, One in a Billion, 1 sur 1 milliard. C'est effectivement une mutation qui est extrêmement rare au niveau mondial, mais qui chez lui a permis, et de nouveau c'est une observation anecdotique, mais a permis de lui sauver la vie, et c'est pour ça qu'il a été appelé le premier enfant à être sauvé par le séquençage du génome. Aujourd'hui, le séquençage du génome pour les maladies rares est en train de devenir une routine dans la plupart des pays occidentaux. La France est en avance sur la Suisse ici. On a un programme France Génomique ici qui a fait 13 000 séquençages de génome d'enfants pour maladies rares au cours des dernières années, avec un taux de diagnostic proche de 40%, donc un grand succès, je dirais, au niveau santé publique et prise en charge de ces maladies qui jusque-là étaient trop souvent responsables de ces odyssées thérapeutiques, de ces errances thérapeutiques qui pesaient énormément sur les familles, évidemment, mais aussi sur le système de santé, parce qu'un enfant avec une maladie grave inconnue coûte extrêmement cher. Donc il y a une justification éthique, humaine, mais aussi économique à aller de l'avant avec le séquençage du génome. En maladie infectieuse, ces dernières années, les papiers se sont multipliés, où on a séquencé un petit peu comme on l'a fait pour mon projet de recherche, mais de plus en plus dans un contexte médical aussi. Et puis le dernier update de cette association, l'Union internationale des sociétés immunologiques, a publié en 2024 leur dernier update avec 555 différentes immunodéficiences primaires. Et puis elles sont toujours considérées comme des maladies rares, mais collectivement, elles sont présentes chez en tout cas 1 personne sur 1000, ce qui veut dire que dans un cabinet de pédiatrie aussi, le pédiatre doit être conscient du fait que parmi sa patientèle, il est probable qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui arrive avec
un trou quelque part dans le génome qui fait que la personne est en pleine forme jusqu'au jour où elle est confrontée avec un pathogène spécifique qui va être menaçant pour sa survie. Et puis ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir continuer d'explorer, mais aussi un jour amener au niveau du système de santé à titre préventif, c'est-à-dire d'utiliser cette connaissance non seulement pour explorer le génome d'un enfant qui a eu un problème et qui a été hospitalisé, mais pour faire une sorte de passeport immunologique pour que les gens sachent à quels pathogènes ils sont particulièrement susceptibles, si c'est le cas, et pour pouvoir prendre les mesures de prévention qui s'imposent. C'était les maladies rares. Maintenant, vous pourriez vous dire, OK, 1 sur 1000, donc probablement pas moi, donc so what? Je vais vous montrer que les variations génétiques jouent aussi un rôle pour tout un chacun face à l'immunité et aux infections, parce qu'on est tous sur ces courbes de Gauss de distribution de la capacité immunitaire. Et on sera bon contre certaines maladies, on sera mauvais contre d'autres maladies. Et puis, l'utilisation du génome, ça peut nous permettre d'aller explorer la complexité de ces maladies multifactorielles. Et là, je vais revenir, j'allais dire, à mes premières amours, le VIH, ça sonne un petit peu particulier. L'infection par le VIH, c'est la première que j'ai étudiée parce que c'était la plus facile dans le sens où les cohortes existaient. Pour toutes les autres maladies infectieuses, si vous voulez les étudier, si vous vouliez en tout cas, avant que les grandes cohortes populationnelles existent, il fallait prendre son bâton de pèlerin, aller sonner aux portes des différentes permanences hospitalières ou polycliniques, et puis créer des cohortes. Ça prenait des années, un énorme effort. Les cohortes VIH existent depuis la fin des années 80. Et puis, j'ai notamment pu travailler avec la cohorte suisse du VIH et avec tout un consortium international autour de ça pour étudier la génétique humaine des différentes présentations cliniques du VIH. On les appelle des phénotypes. Et ici, vous avez, donc en bleu, ce sont les lymphocytes CD4, donc la cible, le globule blanc qui est cible de l'infection par le virus lui-même, qui ont un taux stables avant l'infection, qui vont chuter assez brutalement dans les premières semaines, puis remonter et en l'absence de traitement diminuer au fil des années jusqu'à atteindre un certain seuil. Par exemple, le seuil de 200 était utilisé pour définir le sida, même en l'absence d'autres symptômes. Et quand on est en dessous de 200, on a une immunodéficience avancée, ce qui est la définition même de cette maladie. Et en rouge, vous avez la quantité de virus, la charge virale dans le plasma des patients. Donc au tout début, après l'infection, il y a 2 ou 3 semaines de fenêtre où on ne voit rien, mais ensuite le virus se multiplie très rapidement, atteint des taux extrêmement élevés, et c'est le syndrome visible de primo-infection VIH. Et puis après, il y a un contrôle spontané. Chaque personne infectée par le VIH atteindra un certain plateau rouge qui va durer en tout cas plusieurs mois, mais dans la majorité des cas, bon nombre d'années, mais qui va être à un niveau très différent suivant les personnes. Certaines personnes ont un virus quasi indétectable pendant bien des années, d'autres personnes ont un virus qui va être à des millions de copies par millilitre de sang ou de plasma, et puis ils vont évoluer beaucoup plus rapidement vers une maladie sévère. Et ce contrôle spontané du virus, c'était une cible idéale pour aller explorer l'histoire naturelle du VIH au travers des questions de génomique humaine que j'ai évoquées jusqu'ici. Donc on a étudié au fil des années des phénotypes en lien avec l'acquisition, qui résistent, qui ne résistent pas, par exemple avec des cohortes d'hémophiles qui ont reçu des produits sanguins contaminés. La plupart ont été contaminés, certains ont résisté. On a trouvé quelques patients qui étaient porteurs d'une mutation. Les réponses aux tentatives vaccinales, on a 0 vaccin qui fonctionne vraiment, mais on a des essais vaccinaux qui ont montré certains résultats qu'on a étudiés. L'efficacité de la prophylaxie pré-expositionnelle, qui est maintenant donnée aux gens à haut risque, d'autres infections, et puis la progression avec comme phénotype numéro 1 cette charge virale, ce plateau rouge que j'évoquais tout à l'heure, la diminution des lymphocytes CD4, la production des anticorps, la taille du réservoir. Le réservoir, c'est ce qui reste caché quand quelqu'un est traité pendant des années, quelqu'un est traité de manière super efficace, il arrête son traitement, quelques jours après, le virus ressurgit des réservoirs. Et on a aujourd'hui la possibilité de mesurer la taille de ce réservoir, qui peut être une indication aussi de propriétés intrinsèques liées aux variations génétiques. Co-infection et la pharmacogénétique, j'y reviendrai à la fin. On a donc créé cette grande collaboration, il y a maintenant une quinzaine d'années, avec tous ceux qui, à l'époque en tout cas, avaient fait des analyses génétiques humaines chez les personnes avec VIH. Il y avait 2 cohortes françaises d'ailleurs, il y a la primo-cohorte de l'ANRS, la cohorte GRIVE aussi.
qui ont toujours collaboré avec nous sur ces projets. Et puis, on a besoin de grands nombres pour faire ces analyses génétiques pour les maladies complexes. Ce n'est pas comme les maladies rares où on peut exclure toutes les variations qui sont absentes dans la population générale. Ici, on va chercher des choses qui sont présentes dans la population générale et on va utiliser des outils statistiques de comparaison de fréquence des allèles. Et pour avoir la possibilité d'identifier quelque chose qui est systématiquement augmenté ou diminué avec le virus très élevé ou très bas, par exemple, on a besoin de milliers de patients parce que sinon on n'a aucune puissance statistique parce qu'on fait trop de tests à la fois. Donc on a besoin, ici on est arrivé à plus de 12 000 patients pour la première étude et c'est ce qui nous a permis d'aller de l'avant et d'identifier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, en tout cas la semaine prochaine vous le verrez probablement, les résultats de ce qu'on appelle les GWAS, études d'association pangénomique, Genome-Wide Association Studies. Vous avez à l'horizontale sur l'axe des X les chromosomes humains et sur l'axe des Y vous avez la force statistique d'une association entre un variant et puis le phénotype qui nous intéresse. Donc ici vous voyez que si on avait tous les points qui étaient représentés, on aurait plusieurs millions de points sur la ligne horizontale. Et parmi ces points, il y a deux tours. On appelle ça un Manhattan plot. Ça rappelle les gratte-ciel new-yorkais. Ici, c'est presque Dubai plot, comme on a cette tour immense sur le chromosome 6. Et puis, on a une deuxième tour sur le chromosome 3. Et après bien des années d'analyse association pangénomique sur le VIH, on n'avait rien trouvé d'autre que ces deux facteurs qui étaient plus ou moins déjà connus, peut-être moins en détail, mais qui étaient connus pour jouer un rôle important dans le contrôle des maladies infectieuses. C'est la région HLA sur le chromosome 6, le Human Leukocyte Antigen. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour la reconnaissance des pathogènes par le système immunitaire acquis. Et puis le CCR5, qui est le corécepteur sur la surface des lymphocytes CD4, qui va permettre au virus de s'attacher à sa cible, et puis ensuite d'être intégré, et puis d'aller mettre son génome au sein de notre propre génome. Et si on n'a pas le CCR5, si on n'a pas les deux copies du CCR5, donc si on est homozygote, on est protégé contre l'infection par le VIH. C'est environ 1% des personnes d'origine européenne qui sont protégées complètement, ou quasi complètement, je crois qu'il y a eu 3 cas recensés de personnes infectées, mais quasi complètement protégées contre le VIH. Et si on a une seule copie, eh bien, on va progresser beaucoup plus lentement vers un sida. HLA, la même chose, si on a certains types de HLA qui reconnaissent mieux le virus, qui est mieux capable de lutter contre le virus, on va progresser plus lentement. Et puis, il y a certaines personnes qui ont eu 30 ans de VIH sans traitement et qui sont toujours capables de spontanément contrôler leur virus. C'est extrêmement rare, mais ça existe. Ici, ah oui, j'ai aussi représenté la même chose, le CCR5 et le HLA dans le cycle de vie du VIH lui-même. Vous voyez en haut à gauche le CCR5 qui s'allie au CD4 lui-même, qui est aussi une protéine à la surface de ce lymphocyte, et puis les deux ensemble représentent le récepteur dont le VIH a besoin pour entrer. Et puis en haut à droite, vous avez l'endroit où ces molécules HLA vont prendre des petits bouts du génome du VIH ou des protéines du VIH et les montrer aux lymphocytes tueurs. Et puis ces lymphocytes tueurs, quand ils ont vu l'image de ce qu'ils doivent aller tuer, vont se mettre à patrouiller l'organisme et à détruire les cellules qui sont infectées par ce VIH quand ça marche bien. Ça, c'était chez les personnes d'origine européenne. Le fameux biais. À l'époque, on avait les cohortes françaises, les cohortes suisses, les cohortes nord-américaines. On avait très peu de personnes d'origine non européenne. On a pu, 7 à 8 ans plus tard, faire une étude suffisamment large avec des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne et des Afro-Américains. Ça, c'est une représentation de ce qu'on appelle les composantes principales. C'est une représentation de la diversité de l'entier du génome analysé chez les différents patients. Et vous avez un axe qui nous dit quel est le pourcentage de la diversité qui est expliqué par cet axe arbitraire tiré au travers des données génétiques. Pour faire simple, ça nous permet de voir une sorte de carte du monde, d'où viennent les gens, sans leur poser la question est-ce que vous avez des grands-mères ou des grands-pères qui viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Europe. Et tout ce qui se trouve à gauche, ici sur l'axe numéro 1, ce sont les populations européennes et asiatiques. Ce qui se trouve à droite, ce sont les populations africaines. Et en couleur, on a les populations de référence d'un grand projet international qui s'appelle le projet 1000 génomes, 1000 Genomes Project. Et on a projeté nos 3800 individus de nos études
les Africains ou les Afro-Américains en gris foncé et en gris clair, pour montrer que vraiment ils ne font pas partie du même cluster fabriqué avec ces analyses mathématiques poussées. Ils ont des différences systématiques dans leur génome au niveau de la différence de la fréquence des allèles, en gros. Et ces 3800 patients, on a pu les étudier de la même manière, et on a de nouveau un Manhattan plot qui a de nouveau un pic sur le chromosome 6, qui n'a rien sur le chromosome 3, parce que la variation CCR5, la délétion CCR5 que j'évoquais tout à l'heure chez les personnes européennes n'existe pas en Afrique subsaharienne. Ça, c'est une autre histoire passionnante aussi, où il y a des controverses sur l'origine de ce CCR5, de cette délétion. Par contre, on a une petite tour, une petite qui a 10 puissance moins 10, donc c'est quand même assez significatif du point de vue statistique, sur le chromosome 1 qu'on n'observait pas du tout chez les personnes d'origine européenne. Et ça, c'était super intéressant parce que ça faisait une bonne dizaine d'années que je faisais de la génomique humaine du VIH et on n'avait jamais rien vu d'autre que chromosome 6, chromosome 3. Donc c'était assez sympa de enfin voir autre chose. On avait 11 sous-groupes, peu importe, à gauche. Vous voyez à droite la représentation de la quantité de virus dans le sang sur une échelle logarithmique. Donc quelqu'un qui a le génotype le plus fréquent, les allèles les plus fréquents, AA, aura 4,5 log, c'est plusieurs dizaines de milliers de copies de virus en médiane. Et quelqu'un qui a les 2 copies de l'allèle le moins fréquent, GG, aura 3,3 log. Donc c'est un facteur, un zéro de moins, si vous voulez, en nombre de virus. Donc peut-être 50 000 copies par millilitre de sang chez les personnes avec AA et 5 000 seulement chez les personnes avec GG. C'est une différence énorme d'une seule variation de base de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas observé avant et qu'on a dû attendre cette étude avec des personnes d'origine subsaharienne? C'est la distribution de cet allèle G dans les différentes populations de HapMap. Et vous voyez qu'il est présent chez 7% des personnes d'origine africaine et totalement absent en Europe et en Asie. Et donc ça, c'est une leçon dont nous avions à nouveau besoin parce que je crois que tous mes collègues et moi, nous étions toujours à dire « ce serait bien d'aller faire des études dans d'autres populations ». Mais ici, on a les démonstrations que de ne pas aller dans les autres populations, c'est une erreur scientifique. Parce que finalement, pour un investissement inférieur à ce qui a été fait chez les Européens, on trouve quelque chose qui ne peut pas être découvert ailleurs qu'en Afrique. Et ça, c'était une couverture Newsweek qui a été faite pour la génétique du cancer, mais ça s'applique évidemment à ce qu'on a fait ici. Et pourquoi ça? C'est parce que la diversité génétique, pour raison historique, est plus élevée dans les populations africaines. C'est le berceau de l'humanité, j'en suis sûr. Parmi vous, il y en a qui ont suivi les cours des années précédentes où cela a sûrement été évoqué de manière beaucoup plus compétente que ce que je vous dis ici, mais il y a eu énormément de brassage de populations au sein du continent africain au fil des dizaines de milliers d'années qui nous ont précédés. Et il y a eu surtout ce goulet d'étranglement génétique lors de la sortie d'Afrique des populations qui aujourd'hui vivent hors de l'Afrique, où on a, par définition, réduit massivement la diversité génétique puisqu'on estime qu'il y avait peut-être 10 000 individus qui ont ensuite eu des descendants qui sont sortis d'Afrique. Donc toutes les variations génétiques qui étaient présentes sur le continent, mais pas dans ce sous-groupe relativement restreint de personnes qui sont sorties d'Afrique il y a 60-80 000 ans, eh bien, ont été perdues pour les populations aujourd'hui d'origine européenne ou asiatique. Et ça explique que pour un investissement comparable, pour un nombre de génomes comparables qu'on va analyser sur le continent africain, on aura une représentation, une diversité génétique plus importante. Et d'ailleurs, le génome humain d'une personne d'origine subsaharienne a en général plutôt 5 millions de différences que 4,5 millions de différences par rapport à quelqu'un d'autre, de par cette diversité. Ces résultats ont été publiés il y a maintenant 2 ans dans Nature, et je trouvais intéressant de vous le montrer juste pour les dates. On a soumis le papier en 2018, il a été publié en 2023, parce que, en fait, il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait facilement publier un papier où on montrait une association génétique. OK, il y a des allèles et puis une maladie, ça va ensemble, intéressant. Et puis là, eh ben, ils nous ont dit, c'est bien sympa votre association, mais montrez-nous comment ça marche. Et on a passé 5 ans avec des collègues sur 4 continents à faire des expériences pour essayer de démontrer comment ça marche. Et pour être tout à fait honnête, on n'a pas compris. Mais à la fin, l'éditeur et les personnes qui faisaient la revue de ce papier ont dit « OK, au mérite, on accepte de le publier ». Donc, ils avaient envie de le publier pour cet aspect africain,
comme le VIH affecte encore principalement l'Afrique subsaharienne, et puis qu'en gros, il y a une forme de solution qui pourrait arriver de là. Parce que même si on ne comprend pas comment ça marche, il y a des molécules en voie de développement qui ciblent les variations génétiques qu'on a identifiées. Parce qu'il n'est pas nécessaire de comprendre l'intime du mécanisme biologique pour bloquer, par exemple, la transmission d'un message à l'intérieur d'une cellule. Le VIH, c'est un exemple de maladie complexe au-delà de l'infection elle-même. Les populations VIH aujourd'hui ont une espérance de vie comparable à celle de la population générale, avec une relative diminution parce que le nombre de facteurs de risque, typiquement tabagisme ou usage de drogues intraveineuses, etc., en moyenne est plus élevé dans les populations VIH. Mais c'est quand même une population qui a une accumulation de maladies chroniques, de maladies complexes, de maladies liées à l'âge, qui est accélérée par rapport à la population générale. Donc c'est une forme de laboratoire où on peut essayer de comprendre ce qui fait qu'on va vieillir en moins bonne santé. Ils ont des problèmes cardiovasculaires, un syndrome métabolique, des maladies rénales, la fibrose hépatique qui sont augmentées par rapport aux personnes du même âge. Et on sait que ces maladies complexes ont une hérédité qui est dans la plupart du cas relativement importante. Alors de nouveau, les problèmes cardiovasculaires, ça dépend aussi de la sédentarité, de la fumée, mais ça dépend en partie de l'hérédité. Et ce n'est pas parce que 50 ou 60% est lié au style de vie qu'il ne faut pas aller regarder ce que la génétique peut faire pour nous dans ce domaine. Et un élément important qui a surgi ces dernières années pour les maladies complexes, c'est la capacité de créer ce qu'on appelle des scores de risque polygéniques. Et ces scores de risque polygéniques nous permettent de nous situer sur ces fameuses courbes de distribution pour toutes sortes de maladies complexes. Si vous faites votre génome aujourd'hui, et puis que vous allez sur certains sites internet, vous pouvez obtenir votre score de risque polygénique pour des centaines de maladies. Et puis, je vous garantis que pour l'une ou l'autre de ces maladies, vous serez tout en haut du risque. Et puis pour certaines d'autres, tout en bas, puis pour l'immense majorité au milieu, donc rien à faire. Mais le fait de savoir qu'on est tout en haut ou tout en bas, ça peut aider à faire des choix de vie qui permettent le fameux empowerment, le fait de redonner la capacité de se prendre en charge en tant que patient, en tant qu'individu, pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, c'est récent parce que le papier qui a un petit peu créé le buzz dans le domaine et qui a vraiment mis ça sur le devant de la scène, c'était 2018. On a pu montrer que dans la population générale, pour des maladies comme ici la fibrillation auriculaire, donc les arythmies cardiaques ou le diabète de type 2, on a une grande différence entre ceux qui sont tout en bas ou tout en haut du risque de maladie en fonction de ces milliers de variants génétiques qui individuellement n'ont aucun impact, mais si on les additionne tous, on arrive à calculer un score mathématiquement qui nous permet de nous situer sur cette courbe. Donc vous voyez ici à droite par exemple, si vous êtes au percentile, donc parmi le 1% le plus élevé du risque, vous avez un risque qui est plus de 6 fois plus élevé de diabète de type 2 que si vous êtes tout en bas de la distribution du risque, indépendamment de tout autre facteur de risque. Et ça, c'est le PGS catalogue, c'est un catalogue des scores de risque polygéniques. Et vous voyez que c'était le mois passé, je crois, il y avait 3787 scores polygéniques qui avaient été postés pour plus de 620 maladies ou traits. Il y a aussi la taille, la couleur des yeux, etc., pour près de 500 publications. Donc c'est un domaine en pleine explosion qui va avoir un impact sur la santé publique. Et la santé publique, grâce à ce type de choses, va devenir de plus en plus une santé publique privée. La santé publique, je suis un fan absolu, la santé publique, ça ne marche pas beaucoup dans ces campagnes actuelles où on dit aux gens mangez des brocolis, bougez, fumez pas. La plupart des gens auront des anecdotes de grands-pères dans leur voisinage qui ont fumé le cigare jusqu'à 94 ans et puis peu leur en chaud, si j'ose dire. Il s'avère que si on dit aux gens mangez des brocolis parce que vous, si vous ne mangez pas des brocolis, vous allez faire un cancer du côlon, ça marche. Et ça, c'est les Scandinaves qui nous montrent la voie là-dedans. Il y a eu plusieurs études qui ont démarré dans les années 2014-15 où ils ont donné des scores génétiques aux gens et ils ont comparé ceux qui ont reçu le score, ceux qui n'ont pas reçu, par rapport à leur changement de comportement, ce qui est le Graal de la santé publique, parce que c'est très difficile à faire changer le comportement des gens. Et quand on dit aux gens, c'est votre génome qui vous dit que vous devez faire ça, ils le font beaucoup plus, y compris à 3 ans, 5 ans, 8 ans. Donc il y a un espoir quand même d'avoir un impact qui soit plus marqué que ce qu'on a réussi à faire sur la population générale. Chez le VIH, avec plusieurs collègues, on a publié ces dernières années des scores polygéniques
pour voir si les mêmes scores qui sont utiles dans la population générale sont utiles chez le VIH. Et en fait, dans la plupart des cas, c'était même plus utile. On arrivait à mieux prédire encore l'évolution de la fonction rénale, par exemple, ou le risque d'infarctus du myocarde ou d'accumulation de plaques athéromateuses grâce à ces scores. Donc l'idée maintenant, c'est de faire des essais cliniques, des tests vraiment prospectifs en clinique, où on va donner ces résultats aux patients et à leurs soignants, et puis essayer de voir si on arrive à terme à une diminution de l'incidence de ces maladies parce que les gens ont été mieux informés et parce que le suivi a été plus étroit pour les domaines qui étaient intéressants pour chaque patient. Lié à ça, il y a le domaine de la pharmacogénétique. Alors, je ne vais pas passer trop longtemps sur la pharmacogénétique. Vous savez probablement ce que c'est de mieux prescrire. On prescrit, le monde de la santé tel qu'on le vit aujourd'hui est basé beaucoup sur la prescription de médicaments quand quelque chose ne va pas. Alors, au moins, il faudrait le faire de manière correcte. Ça date d'il y a une dizaine d'années, mais ça reste d'actualité. C'était à l'époque les 10 médicaments qui avaient le plus rapporté d'argent aux États-Unis les années précédentes. Et puis, ils avaient schématisé en bleu la fraction de personnes qui bénéficiaient d'un traitement et en rouge celles qui ne bénéficiaient pas. Et vous pouvez voir, alors il y a une partie de simplification, c'est peut-être pas une personne qui bénéficie à 100% et les autres à 0, mais en gros, vous voyez qu'on est mauvais. On prescrit des médicaments, alors certains ne sont même pas pris, mais même lorsqu'ils sont pris, il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de médicaments qui ne marchent pas aussi bien que ce qui avait été démontré dans les essais cliniques, parce qu'on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a toutes sortes d'interférences qui n'ont pas été prises en compte dans les essais médicamenteux. Donc, si on pouvait, grâce au génome, améliorer l'image, ben ce serait un pas massif pour un système de santé plus cost-effectif, plus efficace au niveau des coûts. Alors pour les antirétroviraux, on est dans un monde idéal parce qu'il y en a beaucoup qui ont des gènes qui vont modifier la manière dont ils sont transformés, dont ils vont être efficaces. Et ici, vous avez la liste des différents types de médicaments anti-VIH qui sont prescrits toujours au moins en combinaison de 2 ou 3 molécules. Et vous voyez qu'il y en a un bon nombre pour lesquels on a en gras et en italique le nom d'un gène qui a des variants, et ces variants vont faire en sorte que ce médicament est plus ou moins rapidement absorbé, éliminé, transformé. Et certains ont un impact majeur. Le tout premier à gauche, sous reverse transcription, vous avez abacavir. C'est un médicament qui est excellent, sauf pour les patients qui sont porteurs d'une variation spécifique du gène HLA que j'évoquais tout à l'heure. Rien à voir avec son impact sur le VIH, mais si on a le HLA B5701 et qu'on reçoit de l'abacavir, on peut faire une réaction d'hypersensibilité, c'est une forme d'allergie accélérée, qui peut être mortelle. Donc ce médicament ne doit pas être administré à une personne qui est porteuse de ce variant génétique, pas si rare, 4 à 5% d'entre nous le portent. Donc c'est une des rares indications aujourd'hui où il est obligatoire de tester le variant génétique avant de prescrire ce médicament. Ce qui fait, pour être franc, qu'on le prescrit moins parce que ça complique un petit peu les choses. Mais il y a une dizaine d'années, c'était un médicament qui était assez unique dans ses propriétés anti-VIH, donc on le prescrivait assez largement. Les autres sont moins dramatiques, mais de nouveau, certains médicaments peuvent être prescrits à plus haute ou plus basse dose en fonction de la connaissance de ces enzymes créées par des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme. Et on fait une médecine simplement plus précise, plus intelligente et plus efficace si on utilise cette information. Ça, c'est pour le VIH. J'ai pris sur le site de la FDA, qui lui était encore online, parce qu'il y a beaucoup de sites NIH-linked qui sont plus online dans le domaine des infections, et notamment dans le domaine du VIH, parce qu'il y a souvent le mot diversité, et c'est assez hallucinant si vous essayez d'aller vers les ressources du gouvernement américain aujourd'hui et que vous êtes dans un domaine comme, je ne fais pas des études de genre, mais je fais des études où le mot diversité revient, comme vous avez pu l'entendre. On se retrouve avec des ressources qui sont de moins en moins accessibles, parce qu'il y a ce retour de balancier massif. Ok, j'arrête là la politique. Infectious diseases, c'est un domaine où il y a bon nombre de paires connues entre le gène et le médicament, et où on pourrait faire aujourd'hui une meilleure médecine des maladies infectieuses si on avait cette information présente en temps utile. Et ça, c'est vrai pour les infections, mais c'est vrai pour toute la médecine. L'argument par mes
chers collègues au sein de l'hôpital où je travaille à Lausanne, moi je suis un avocat, un apôtre de la pharmacogénétique aujourd'hui en leur disant, écoutez, c'est bientôt de la malpractice, vous faites une moins bonne médecine parce que vous n'utilisez pas l'information, puis ils me disent, ouais, c'est trop cher, c'est trop lent, c'est trop... Donc, ma seule question pour eux, et pour moi et pour les systèmes, c'est comment on passe d'aujourd'hui où personne n'a cette information à demain, j'espère pas dans 20 ans, mais à demain où tout le monde aura l'information stockée quelque part de manière encryptée et sûre pour que le jour où vous arriviez aux urgences avec une thrombose et que vous avez besoin d'un anticoagulant, on vous donne immédiatement la bonne dose de l'anticoagulant et pas comme aujourd'hui, allez, prenez 4 pastilles, revenez demain, on va voir si vous avez saigné trop ou bien si vous avez refait une thrombose. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, alors que l'information existe et qu'on pourrait l'utiliser au quotidien. Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit où on n'a pas peur du gène, parce qu'il y a quand même cette peur qui demeure. Les gens ont trop vu Bienvenue à Gattaca, où on pense que le génome va être la statue du commandeur qui va prescrire notre avenir de manière déterministique. Ce n'est pas le cas, mais ça peut être extrêmement utile et on aurait besoin vraiment d'avoir cette information pour pouvoir l'utiliser, parce que si on attend d'avoir la maladie, si on attend d'avoir besoin de la prescription, ben évidemment qu'on n'aura pas le résultat génétique sur le champ, donc on va perdre la fenêtre idéale pour l'adaptation de la dose, par exemple, et puis ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'on va le faire en urgence, et on va le faire pour 1 ou 2 gènes spécifiques au lieu de faire l'intégralité du génome. Je ne sais pas si Louis vous a déjà parlé de prix. Un génome aujourd'hui, ça coûte 500 €, un génome complet. Mais si on s'intéresse à ce qui est important pour la pharmacogénétique et pour les scores de risque que j'ai évoqués, on a des chips qui peuvent nous donner ça pour 50 €. C'est rien dans le système de santé où une journée d'hospitalisation coûtera 1 000 € au bas mot. Et chaque examen qui sera fait sera des centaines d'euros aussi. Donc l'excuse de l'argent n'est plus une excuse pour autant qu'on démontre l'utilité clinique de la génomique. Ok, mon dernier chapitre d'exploration scientifique, c'est le génome, ce champ de bataille. Et c'est un concept que je trouve fascinant, c'est l'évolution en direct lorsqu'on est capable d'analyser cette alliance ou cette confrontation génome contre génome. C'est l'analyse combinée, puisqu'on a les techniques de séquençage pour le génome humain, on a les mêmes techniques de séquençage qui peuvent s'appliquer à n'importe quel pathogène. Et donc, nous avons notre génome, les virus ou les bactéries qui nous attaquent ont leur génome. Je mets des S là parce qu'il y a une diversité qui est toujours présente parmi les organismes qui arrivent. Nos chromosomes vont donc être confrontés, nos variations génétiques vont être confrontées avec les chromosomes ou les éléments génétiques qui sont présents dans les pathogènes. Et puis nos variants génétiques, mes 4,5 millions de variants, vont être confrontés aux mutations qui continuent de s'accumuler chaque fois qu'un virus, par exemple, va se répliquer. Un virus se multiplie des millions, des milliards de fois par jour. À chaque fois, il y a une petite erreur, volontaire ou non. La plupart du temps, c'est du stochastique, c'est vraiment des erreurs qui sont dues à des erreurs de copie du génome, puisqu'on copie des millions de fois le même génome. De temps en temps, il y a une lettre qui fourche, qui se trompe. Et ces virus vont ensuite être sculptés dans une certaine direction, poussés dans une direction par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et puis ceux qui sont le plus fit, la même chose que notre drépanocytose précédente, ceux qui sont le plus fit vont continuer à se répliquer à haute vitesse, et ceux qui sont moins fit parce qu'ils ont des mutations qui leur empêchent de faire leur fonction de manière normale vont être éliminés. Et on se retrouve avec des mutations d'échappement qui sont visibles chez les virus les plus fit, parce que c'est ceux qui sont encore présents au bout de quelques semaines ou quelques mois dans les infections chroniques. Et ici, l'hypothèse, c'est de dire que ok, nos variants génétiques humains, notre pression humaine impliquée dans l'immunité, dans la bataille contre les virus, peuvent être découverts en recherchant leur empreinte sur le génome des pathogènes, comme une image en miroir. On va lire dans le génome du pathogène ce qu'on lui fait au fil des heures qui passent, parce que lui n'a pas d'autre choix s'il veut continuer à se répliquer que de s'adapter à son environnement. Mais ça se passe à une vitesse incroyablement plus élevée que ce qui se passe pour notre espèce. Alors on l'avait représenté ici avec les séquences de protéines, ici en haut à droite chez les virus, avec les polymorphismes, single nucleotide polymorphisms à gauche sur l'être humain. Il y a des analyses statistiques qui sont nécessaires pour corriger les effets systématiques de ce qu'on appelle la stratification. Les virus ont des sous-branches de leur arbre phylogénétique qui, si on ne les prend pas en compte, vont complètement donner des résultats
très illusoire. Et puis la même chose chez l'être humain, on doit aussi corriger pour l'origine ethnique. Si on met tout le monde dans le même panier sans faire cette correction, on aura beaucoup de faux positifs. Mais in fine, on va réussir à faire une cartographie des zones où se passe la bataille entre l'hôte et le pathogène. Et les éléments ici que vous voyez en dessus du trait tillé, ce sont des éléments qui sont suffisamment significatifs pour être une zone de rencontre entre variation humaine et variation du pathogène, qu'il vaut la peine d'aller explorer davantage parce que les mathématiques, les statistiques nous ont dit c'est là que ça se passe, c'est là que le combat a lieu. Je vais vous le montrer de manière concrète avec le VIH à nouveau. Alors ici, c'est une plus petite étude que ce que je vous montrais tout à l'heure, mais il y a quand même en dessus du trait tillé sur le chromosome 6, vous voyez notre fameux HLA. Donc on avait, en utilisant la quantité de virus dans le sang chez un plus petit nombre de patients, on arrive à détecter ce signal à peine avec la taille de l'échantillon qu'on avait. Et on a utilisé la stratégie d'analyse génome contre génome, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la quantité de virus dans le sang, j'utilise les mutations du virus comme phénotype. Donc je demande, ma question c'est pour chaque variant génétique humain, est-ce que ce variant est associé avec une variation génétique du virus que j'ai identifié? Puis il y a quelques milliers de variations génétiques dans le virus, quelques millions chez l'être humain, donc ça fait beaucoup de calculs. Heureusement on a les ordinateurs qui le font et après on fait de la correction statistique. Et ce qu'on trouve c'est qu'avec le même nombre de patients inclus dans l'étude, on trouve le même signal, on n'a malheureusement trouvé pas d'autre à ce moment-là, mais on trouve le même signal, au lieu d'être à 10 puissance moins 8, on est à 10 puissance moins 65. Donc on a une explosion de la capacité à trouver des signaux qui sont beaucoup plus proches de ce qui est en train de se passer au niveau moléculaire. Parce que nos variations génétiques, elles sont capables de mettre une pression sur le génome du virus, du VIH en l'occurrence, et ce génome du virus va immédiatement répondre à cette pression par une mutation. Par contre, pour que ces mutations additionnées à d'autres facteurs arrivent à une différence dans la quantité de virus, il y a tellement d'autres choses qui influent que c'est un signal qui est extrêmement dilué. Donc ici, on dilue le signal et ça nous permet d'avoir une méthode qui permet de reconstruire le champ de bataille entre l'hôte et le pathogène de manière beaucoup plus correcte. Et ce qu'on a pu faire grâce à ça, c'était de reconstruire ce qu'on appelle la carte immunogénétique de la lutte entre les régions HLA que j'évoquais tout à l'heure, qui sont vraiment le point central de notre armée contre les attaques virales, et puis de voir quels endroits dans le génome du VIH, qui est représenté en bas en couleur avec les noms des différentes protéines codées par le génome du VIH, et vous voyez que chaque fois qu'il y a un point bleu, c'est un endroit qui est significativement associé, c'est-à-dire que une de nos variations HLA est capable de changer quelque chose de manière systématique à cet endroit-là du virus du VIH. Et cette connaissance immunogénétique nous permet ensuite d'imaginer le type de fraction de la protéine du VIH qu'on doit mettre dans un candidat vaccin, par exemple. Parce que si quelque chose est très important pour la viabilité, le fitness du virus, puisqu'ils ont dû le changer quand il y avait cette attaque du HLA, eh bien c'est quelque chose qu'on va mettre dans le vaccin. Puis si c'est quelque chose qui est noir tout en bas, en gros le virus est très indifférent au fait de changer ou de ne pas changer cette chose, eh bien, si on le met dans le vaccin, ça va être complètement illusoire d'espérer quelque chose d'efficace au niveau immunitaire de la part de ce vaccin. Pour sortir juste un tout petit peu du VIH, duquel je vous ai beaucoup parlé, on a fait la même chose avec le virus de l'hépatite C. L'hépatite C, c'est aussi un virus passionnant. Ici, c'est une autre manière de le représenter. On a les différentes protéines du virus de l'hépatite C sur le demi-cercle supérieur, et puis on a le génome humain avec les 22 chromosomes, tous sauf les chromosomes sexuels, sur le demi-cercle inférieur. Et on a de nouveau posé la question des associations entre les variations humaines et les variations du virus. Et puis on a en gris tout ce qui était significatif mais pas suffisamment pour conclure quelque chose. Puis en bleu et en rouge, c'était les choses qui étaient très convaincantes au niveau statistique. Et puis vous voyez qu'il y a deux endroits, une fois sur le chromosome 6, une fois sur le chromosome 19, qui ont une association systématique avec des mutations du virus de l'hépatite C. On a fait ça chez 500 participants à un essai clinique. Et puis on a trouvé HLA, ce n'est pas le même qu'avant. Alors pour les aficionados de l'immunologie, avant on était dans le classe 1, qui est responsable surtout d'activer les lymphocytes CD8
donc les lymphocytes tueurs. Ici, on est dans la classe 2, ce sont les cellules qui aident les CD4 notamment. Mais en gros, on a HLA de nouveau qui est important, et on a cette nouvelle région, interféron lambda 3 et 4, sur le chromosome 19. Et ce qui était très intéressant là, c'est qu'on n'est plus dans l'immunité acquise, mais on est dans l'immunité innée de nouveau. Et on n'avait pas jusqu'ici d'exemple de variation génétique humaine qui sculptait la réponse à l'immunité innée. Et on a eu envie de poursuivre plus avant cette exploration de la région du chromosome 19, et on a pu avoir accès à une grande étude de certaines entreprises pharmaceutiques qui avaient testé des nouveaux médicaments anti-hépatite C, qui nous ont mis à disposition plus de 8000 échantillons de participants, et on a fait une analyse ciblée de l'impact de cette variation du chromosome 19, de l'interféron lambda, sur le génome du virus de l'hépatite C. Et on a trouvé, à notre grande surprise au départ, vous vous rappelez, ici on avait un seul trait entre le chromosome 19 et un endroit du virus de l'hépatite C. Ici, tout ce qui est en dessus du trait-tillé, c'est des associations hautement significatives. Donc en augmentant massivement la taille de l'échantillon, on remarque que ce n'est pas un endroit du virus de l'hépatite C qui est sculpté par cet interféron lambda, mais c'est l'intégralité du génome qui change. Et on a un virus qui reste le virus de l'hépatite C, mais où des centaines d'endroits ont été systématiquement biaisés dans une certaine direction par la pression de l'immunité innée. Ça veut dire que tous les virus qui n'avaient pas ces variations-là n'ont pas réussi à se multiplier suffisamment, et qu'on se retrouve avec une population virale qui a été vraiment mis dans un coin où il est moins fit, ce qui est bien pour les patients, parce que ceux qui sont porteurs de cette variation vont moins rapidement développer une cirrhose, voire un cancer du foie. Mais pour que le virus continue d'être présent dans l'environnement immunitaire que crée cette variation génétique, il n'a pas le choix que de se mettre dans ce coin. Et c'est un exemple fascinant d'évolution en real life. Donc c'est le premier exemple d'adaptation généralisée, globale, du génome d'un virus à la pression immunitaire exercée par l'homme. Et puis ça montre vraiment que cette analyse combinée des génomes, c'est une méthode qui est ultra sensible pour identifier les facteurs impliqués dans la relation hôte-pathogène. On a commencé à le faire maintenant pour la tuberculose. Je ne sais pas si ça va marcher, comme ça se reproduit beaucoup plus lentement, la tuberculose, qu'un virus qui se reproduit des millions de fois par jour. On l'a fait pour certains virus de la famille herpès. Et la limitation, je dirais, c'est l'accès aux échantillons et probablement le fait qu'on a besoin d'un certain temps. Donc, par exemple, la grippe, influenza, qui est une maladie super aiguë, il n'y a probablement pas assez de temps pour être capable de détecter ce type de choses lors d'une infection aiguë. Mais à voir, peut-être avec des modèles de laboratoire, on discute la possibilité d'aller dans cette direction. Ok, j'en viens à ma conclusion. Ah non, excellent candidat. Ça, c'est la conclusion de cette partie aussi. Pour le développement de médicaments ou de vaccins, évidemment que cet interféron lambda, c'est quelque chose qui est poursuivi maintenant. Il y a un traitement anti-hépatite C qui était en phase 3 de développement pharmaceutique, qui a été suspendu parce que l'hépatite C est moins un problème aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années, parce que les antiprotéases qui ont été déployées sont extrêmement efficaces. Donc les traitements qui existent aujourd'hui ont une efficacité quasi complète, donc ça motive moins le développement. Mais du point de vue de la biologie et de comment les choses marchent, c'était une excellente cible potentielle pour un nouveau médicament. Donc, maladie infectieuse et génome, la perspective globale, c'est qu'on arrive à un stade où on va pouvoir utiliser ces connaissances pour faire de la médecine génomique. Aussi en infectiologie, qui n'est pas sur le radar de la plupart des gens qui amènent le génome en médecine d'habitude. Donc, dans les différentes directions, séquençage du génome pour maladies rares, les scores de risque polygéniques que j'ai évoqués, la pharmacogénétique, c'est quelque chose qui va petit à petit entrer dans les mœurs et dans la pratique clinique. C'est important de souligner que c'est une évolution et pas une révolution. On ne remplace rien. En gros, on essaye de faire mieux. Ce n'est pas une menace, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues voient comme une sorte de tsunami qui va arriver et qui va les rendre soit obsolètes, soit redondants, et puis qu'ils vont devoir faire des formations continues très prolongées. Il est relativement facile d'imaginer un système d'aide à la décision où il n'est pas nécessaire d'être génomicien pour utiliser les outils de la génomique. De la même manière qu'il n'y a pas besoin d'être physicien nucléaire pour comprendre une IRM et puis d'être capable de lire un rapport de radiologie. Donc c'est moins une menace que ce que certains veulent bien prétendre. Et c'est surtout, je dirais, une opportunité de faire une médecine qui
est plus informée, plus précise. C'est la fameuse Precision Medicine que Barack Obama avait lancée il y a une dizaine d'années. Et j'allais dire plus personnelle. Et il y a quelque chose qui est très satisfaisant au niveau philosophique ici. On est en train, dans une certaine mesure, de refermer la parenthèse du one size fits all, du traitement global de la pathologie plutôt que de l'individu. Et la médecine triomphante du XXe siècle, on ne va pas la renier, elle a été magnifique sous bien des aspects, mais l'expérience de beaucoup de patients, c'est d'avoir eu l'impression d'être un numéro avec le nom de la maladie sur le front. Et grâce ou à cause d'une forme d'hypertechnologie, on se retrouve à réindividualiser la médecine parce qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer la personne qui se trouve en face de nous avec ses spécificités. Et le fait que ces spécificités soient génomiques, c'est un rappel que l'intégralité de ce que je vous montrais plus tôt avec le milieu socio-éducatif ou socio-économique, par exemple, doit être prise en compte aussi au moment où on interagit en tant que soignant avec quelqu'un qui vient nous rendre visite. Et je terminerai avec cette quote de William Hostler qui disait que s'il n'y avait pas la grande variabilité entre les individus, la médecine pourrait peut-être être une science et pas un art. On en est encore loin, on s'en approche, peut-être bien que le XXIe siècle sera le siècle de la médecine-science. Je trouve intéressant de rester à cheval entre les deux, même si la pratique de la médecine m'a quand même montré que la rendre un poil plus scientifique, ce serait bénéfique pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.